Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons au cours de ce chapitre découvrir et détailler la dernière grande structure de la cellule, le noyau. Nous commencerons par la définition du noyau et quelques éléments de structure. Le noyau est un compartiment séparé par une membrane communiquant avec le cytosol par des pores. Toutes les macromolécules entrent et sortent du noyau par des mécanismes actifs de transport. Les petites molécules, comme les ions et les acides aminés, peuvent entrer et sortir de manière passive. L'observation au microscope optique ou électronique du noyau montre une structure qui n'est pas homogène, avec de nombreux éléments contrastés. Il est défini des territoires chromosomiques avec une chromatine plus ou moins condensée. Les nucléoles, qui sont des éléments très contrastés et visibles en microscopie optique, sont des zones de transcription des gènes des ARN ribosomaux. Les corps de Kajal sont responsables de la régulation et l'assemblage de petits ARN impliqués dans l'épissage des transcrits. Enfin, des granules ou speckles sont le lieu de maturation et d'épissage des ARN messagers. Quelques-uns de ces éléments sont visibles sur cette photographie en microscope électronique d'un noyau cellulaire. La membrane nucléaire est bien visible et délimite le noyau. Les pores nucléaires se devinent par une diminution ponctuelle du contraste de cette membrane. Le nucléole, ici de très grande taille, est bien visible car très contrasté en microscopie. Enfin, la chromatine apparaît sous un aspect granuleux avec des zones plus sombres correspondant à de l'hétérochromatine. Cette structure du noyau est schématisée ici avec les différents éléments le composant et les relations avec les structures cellulaires du cytoplasme. La membrane du noyau est en fait une double membrane phospholipidique en continuité avec le réticulum endoplasmique. Cette membrane comprend de nombreux pores nucléaires permettant le passage des molécules. Le noyau est entouré de nombreux filaments et l'ensemble de la structure nucléaire est coiffé par le fuseau de microtubules issus du centrosome. Ce centrosome est situé dans le cytosol à proximité du noyau. La structure interne du noyau est schématisée ici, notamment le nucléole et les zones de chromatine condensée. Nous allons détailler l'ensemble de ces structures dans la suite de ce cours. Nous commencerons par la structure de la membrane nucléaire. Elle est composée de deux bicouches lipidiques, une membrane interne et une membrane externe. Ces deux membranes délimitent un espace périnucléaire de 30 nanomètres. Ces membranes sont issues du réticulum et comme vous pouvez l'observer sur le schéma de droite, elles sont en complète continuité avec ce réticulum. L'espace périnucléaire est d'ailleurs ouvert sur la lumière du réticulum. Cette membrane est rigidifiée par une armature interne de protéines, les lamines. Ce réseau de fibres protéiques est observable en microscopie électronique comme représenté ici. Ces lamines sont en interaction avec la chromatine durant l'interphase, mais cette structure fibreuse disparaît lors de la division cellulaire ou mitose. Enfin, cette membrane est parsemée de pores nucléaires permettant une communication entre le cytosol et le contenu nucléaire. Ce schéma, sous la forme d'une coupe transversale, reprend de manière plus détaillée la structure de cette membrane nucléaire et les éléments associés. Vous retrouvez sur la partie haute du schéma une double membrane lipidique avec une membrane externe et une membrane interne délimitant l'espace périnucléaire. Cette membrane est ponctuée de pores nucléaires, représentés ici en vert, qui sont de véritables assemblages protéiques. Entre ces pores et sur la face interne de la membrane nucléaire, un réseau protéique de lamines, représenté ici en rouge, structure et rigidifie cette membrane.
Enfin, de nombreuses protéines enchâssées dans la membrane interne sont en contact avec la chromatine et les différents complexes enzymatiques nucléaires. Le contenu du noyau, indiqué dans la partie basse du schéma, est donné uniquement à titre d'illustration et n'est pas à apprendre. Comment se forme cette membrane nucléaire ? En fin de division cellulaire, au cours de la télophase, des émissions de saccules issues du réticulum viennent au contact de la chromatine en cours de décondensation. Au contact de cette chromatine, ces saccules s'aplatissent pour la recouvrir et finalement fusionnent entre elles, formant ainsi la membrane interne et la membrane externe. On comprend ici tout à fait la continuité entre l'espace périnucléaire et la lumière du réticulum endoplasmique. En même temps que cette fusion de membranes s'opère, les protéines du pore nucléaire s'assemblent pour former un pore nucléaire fonctionnel, véritable barrière de contrôle entre le cytosol et le noyau. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette membrane nucléaire n'est pas présente durant l'ensemble du cycle cellulaire. Elle va disparaître au moment de la division cellulaire. Il existe donc un véritable cycle de la membrane nucléaire avec des contrôles associés. Cette membrane est présente à l'interphase autour du matériel nucléaire comme indiqué sur le schéma du haut. Au cours de la prophase, en début de mitose, la phosphorylation des lamines provoque la dislocation du réseau fibreux sous-membranaire. Ceci aboutit à la destruction de la membrane nucléaire et à la libération du contenu nucléaire dans le cytosol. Au cours de la télophase, en fin de mitose, les lamines sont déphosphorylées et des émissions de membrane du réticulum viennent entourer chaque chromosome comme décrit à la diapositive précédente. La fusion de ces structures aboutit à l'isolement du contenu nucléaire par une double membrane continue. Nous avons vu que cette membrane est parsemée de pores nucléaires. Voyons de manière plus précise leur structure. Ces pores nucléaires ne sont pas de simples canaux protéiques transmembranaires, mais au contraire, ce sont des machineries complexes et régulées. Ces pores sont formés de protéines appelées les nucléoporines. Seules les protéines cytosoliques présentant une séquence de localisation nucléaire peuvent pénétrer dans le noyau à travers ce pore. Dans l'autre sens, les protéines qui sortent du noyau ont une séquence d'export nucléaire ou sont liées à des ARN. Les importations de protéines et d'ARN se font grâce à des protéines d'échange qui interagissent avec le pore nucléaire. Citons par exemple les importines. Cette figure représente l'insertion d'un pore nucléaire dans la membrane nucléaire. Ce pore nucléaire traverse les deux membranes, la membrane externe et la membrane interne, et traverse ainsi l'espace périnucléaire, mais aussi l'armature de l'amine. Plusieurs structures protéiques de ce pore dépassent sur les faces internes et externes, en contact donc avec le cytosol d'une part, et du contenu nucléaire, notamment la chromatine, d'autre part. Vous remarquerez de nouveau sur ce schéma la proximité du réticulum endoplasmique, y compris de sa partie granuleuse avec les ribosomes, rendant difficile dans les expérimentations en recherche la séparation absolue de ce noyau des éléments cytoplasmiques. Nous allons ici décrire de manière plus détaillée cette structure de pore nucléaire. Ce schéma représente un pore nucléaire en coupe et vous remarquerez d'emblée que cette structure est complexe avec l'assemblage de nombreuses sous-unités protéiques. Ce pore possède une architecture géométrique octamérique de base constituée de 4 anneaux représentés ici en vert sombre. Un anneau cytoplasmique, un anneau nucléoplasmique, un anneau interne et un anneau externe. Ce dernier anneau est situé dans l'espace périplasmique entre les deux membranes qui se rejoignent dans cette structure d'anneau. Le centre du pore est occupé par un cylindre protéique appelé transporteur central. Outre ces anneaux et le cylindre central, de nombreux filaments protéiques constituent ce pore nucléaire. Du côté cytosolique, les filaments cytoplasmiques, représentés en rouge ici, sont portés par l'anneau cytoplasmique et flottent au-dessus du pore.
À l'opposé, du côté nucléoplasmique, le pore est prolongé par une structure de grande taille de nature filamenteuse appelée le panier nucléaire, représenté en bleu sur ce schéma. Enfin, d'autres filaments de plus petite taille sont portés par le transporteur central. Cette structure du pore nucléaire a été établie notamment à partir d'observations en microscopie électronique telles que celles qui sont représentées ici. Le schéma en A reprend les éléments vus sur la diapositive précédente. La photographie en B est une vue en microscopie à balayage de la face nucléaire de la membrane interne. La structure du panier nucléaire est bien visible ici. La même observation peut être faite sur une coupe transversale de la membrane nucléaire telle que vous avez en C. On voit clairement les deux membranes se rejoindre au niveau du pore nucléaire et on peut observer la structure protéique centrale ainsi que le panier nucléaire. La figure D est une vue de la membrane nucléaire en microscopie électronique à transmission. Nous pouvons ici clairement distinguer la géométrie octaédrique de ce pore. Comme nous l'avons vu, le pore nucléaire comporte un cylindre protéique de grande taille au centre de la lumière du pore qui limite de manière importante la diffusion passive de molécules entre le cytosol et le nucléoplasme. Seules des protéines de très petite taille et des ions peuvent diffuser à travers l'ouverture. La plupart des protéines pénètrent dans le noyau par un mécanisme actif nécessitant la présence d'une séquence signal appelée NLS pour Nuclear Localization Signal. L'expérience, représentée sur les deux photographies du bas en microscopie à fluorescence, démontre le rôle de cette séquence NLS. La protéine pyruvate kinase normale est visualisée à gauche avec une localisation cytosolique. L'ajout d'une séquence NLS à cette protéine la relocalise totalement dans le noyau de la cellule, ce qui est observé sur la photographie de droite avec une fluorescence uniquement nucléaire. Ces mouvements de protéines à travers le pore nucléaire impliquent un ensemble de protéines qui vont jouer le rôle de navette entre le cytosol et le nucléoplasme. L'importine est nécessaire au transfert d'une protéine du cytosol vers le noyau. Dans l'autre sens, l'exportine est en charge de l'export de protéines du noyau vers le cytosol. Ces deux protéines nécessitent une protéine accessoire, la protéine RAN, qui doit être activée par fixation de GTP. Seuls ces complexes protéiques peuvent passer le pore nucléaire après interaction avec le transporteur central du pore. Un autre mouvement important à travers ce pore est la sortie des ARN messagers du noyau vers le cytosol en vue de leur traduction en protéines. Cette sortie nécessite la fixation de protéines sur l'ARN formant un assemblage ribonucléoprotéique reconnu par le transporteur central. Nous allons maintenant aborder une partie de ce chapitre consacrée au contenu même du noyau, support de l'information génétique. Il s'agit de la chromatine. Je ne détaillerai pas ici la structure de l'ADN formant la chromatine. Ceci fera l'objet d'un cycle dans le cadre de l'UE1 comportant la biochimie et la biologie moléculaire. Nous allons par contre voir ici les différents niveaux de compaction de la chromatine observables dans le noyau de la cellule. Nous distinguerons 6 niveaux de compaction. Le premier correspond à la fibre d'ADN nue complètement déroulée. Elle mesure 2 nanomètres de diamètre et forme en association avec les histones un deuxième niveau de compaction. Cette fibre de 11 nanomètres est observable au microscope électronique et présente un aspect moniliforme, c'est-à-dire en collier de perles. Cette fibre de 11 nanomètres peut alors se condenser sur elle-même dans une structure hélicoïdale de 30 nanomètres. Ces 3 premiers niveaux de compaction sont ceux observés dans les noyaux cellulaires lors de l'interphase. Ils correspondent à du matériel génétique plus ou moins compacté et donc plus ou moins actif. La fibre de 30 nanomètres, au cours de la mitose ou de la méiose, peut se condenser pour former une structure d'environ 300 nanomètres.
Cette structure s'enroule et se condense alors pour former une structure hélicoïdale de 700 nanomètres. Cette structure correspond au bras des chromosomes. Il s'agit de la structure la plus compacte du matériel nucléaire au cours de la division cellulaire. 2 fibres de 700 nanomètres forment un chromosome ou chromatide sœur, structure qui a donc une largeur de 1400 nanomètres ou 1,4 micromètres, structure bien visible en microscopie optique. Observons maintenant quelques photographies en microscopie électronique de ces différents niveaux de compaction de la chromatine. La première photographie en haut correspond à la fibre de 30 nanomètres. Il s'agit de la plus grande structure de la chromatine observable au cours de l'interphase. La photographie du bas est une fibre de 11 nanomètres. Notez son aspect en collier de perles, chaque perle étant constituée d'un nucléosome. Nous pouvons observer ici 2 structures de la chromatine très différentes entre l'interphase et au cours de la mitose. Pendant l'interphase, la chromatine est peu condensée et la lisse du noyau, telle que réalisée sur la photographie de gauche, laisse apparaître des fibres de chromatine correspondant aux états les moins condensés. Inversement, la photographie de droite représente un chromosome formé de 2 chromatides sœurs qui est l'état le plus compacté au cours du cycle d'une cellule. Quelle est la structure d'un chromosome ? Le schéma représente ici une vue simplifiée d'un chromosome et les différents éléments qui le composent. Le chromosome est constitué de 2 chromatides sœurs reliées par le centromère, chaque chromatide correspondant à une molécule d'ADN. Mais ces chromatides sont aussi riches en protéines indispensables à la conservation de l'état compacté de la chromatine. Le centromère est riche en protéines coésines, assurant ainsi la cohésion entre les fibres chromatiniennes des 2 chromatides. On définit généralement un bras court et un bras long. Quelquefois, le bras court est réduit à sa plus simple expression sous la forme d'un minuscule appendice sur le centromère. Les extrémités de chaque bras sont appelées télomères. Un chromosome comporte ainsi 4 télomères. Les chromatides seront reliés au faisceau de microtubules au cours de la mitose par l'intermédiaire de 2 structures protéiques de part et d'autre du centromère. Cette structure est appelée kinétochore. Une représentation schématique de cette structure est donnée dans la figure du bas. Le chromosome est bien sûr formé en grande partie de chromatine, c'est-à-dire d'ADN et de nucléosomes. Mais il comporte également d'autres protéines qui forment un squelette tout au long des bras des chromatides. Cette photographie en microscopie électronique montre un chromosome dont la structure a été désorganisée. La chromatine a été déroulée et est visible de part et d'autre du squelette protéique qui montre une structure très contrastée au microscope. Au cours de l'interphase, la chromatine dans le noyau apparaît sous 2 formes de condensation. L'hétérochromatine correspond à une chromatine très condensée. La transcription est inactive dans cette chromatine. L'euchromatine, au contraire, est une chromatine peu condensée qui est le siège d'une transcription active. Cette chromatine peut être observée à l'interphase par microscopie optique. La photographie de gauche montre une cellule épithéliale observée en microscopie optique à contraste de phase. Le noyau est bien défini et facilement identifiable sous la forme d'une structure arrondie. Outre quelques structures bien définies que nous détaillerons dans la suite de ce cours, il est relativement difficile d'observer des différences dans la chromatine qui apparaît de manière grise, relativement uniforme. Par contre, l'utilisation d'un marqueur fluorescent de l'ADN permet de mettre en évidence des zones plus denses et d'autres moins denses. Ceci se visualise aisément sur la photographie de droite en microscopie à fluorescence. Cette condensation variable de la chromatine s'observe de manière encore plus facilement en microscopie électronique. Cette photographie représente une partie d'un noyau. La membrane nucléaire est bien visible sous la forme d'un double trait sombre. Des amas très contrastés correspondent à de la chromatine condensée.
vous remarquerez l'absence de chromatine condensée près des pores nucléaires. Est-il possible d'aller plus loin dans l'analyse structurale du noyau? Des chercheurs ont trouvé un moyen pour colorer chacun des 23 paires de chromosomes par une couleur différente en fluorescence. Cette technique est appelée en anglais chromosome painting. Il ne s'agit pas seulement d'une coloration in vitro, elle peut être mise en œuvre dans la cellule vivante. Ainsi, ces colorations sont visibles sur la photographie d'un noyau, en haut à droite, en microscopie à fluorescence. Vous pouvez observer que chaque chromosome occupe un territoire défini dans le noyau et que la chromatine correspondant à chaque chromosome ne se mélange pas avec celle de ses voisins. Il est ainsi possible de réaliser une cartographie précise de la chromatine dans le noyau et ainsi comprendre les parties actives ou inactives ainsi que le fonctionnement global du noyau. Le nucléole est un sous-compartiment cellulaire du noyau et est le lieu où se produit la transcription des ARN ribosomiques qui constituent avec des protéines les deux sous-unités des ribosomes. En microscopie électronique, comme ces photographies le montrent, nous remarquons le nucléole dans le noyau par sa forte densité aux électrons. Ceci est dû à la présence de nombreux ARN et au fait que le nucléole soit associé à de l'hétérochromatine, qui est de l'ADN fortement condensé. Il peut exister un ou deux nucléoles par cellule. Le nucléole est parfois différencié en deux zones, la zone fibrillaire centrale et la zone granulaire périphérique, indiquée sur la photographie de droite. Le nucléole contient une partie de chromosome appelée nucléolar organizer, NO, et qui contient les gènes codants pour les ARN ribosomaux. Chez l'homme, 5 chromosomes contiennent ces gènes et participent à la formation de ce nucléole. Nous terminons ainsi ce chapitre sur la structure du noyau. Nous avons abordé la structure des différents constituants de ce noyau.